Alors merci à Stéphanie Rosa, à toute l'équipe du GEREP d'avoir bien voulu m'inviter pour parler ce soir de Sieyès. Donc Sieyès sur la question des mandats, de la souveraineté nationale. Sieyès est un auteur qui avait à son époque une mauvaise réputation puisqu'il était, semble-t-il, cassant, pédant, et cette réputation ne s'est pas améliorée. Plus de 2 siècles plus tard, au-delà du caractère canonique de quelques formules de Casquetiers État, Sieyès déplaît à peu près à tout le monde. Il déplaît aux historiens de droite parce qu'on lui reproche d'avoir théorisé la terreur, par exemple en expliquant que les nobles sont une maladie qu'il faut retrancher du corps social, et son fanatisme antinobiliaire est assez impressionnant et finalement ne s'apaise à aucun moment pendant les 10 ans de la Révolution française. Et puis, chez les historiens de gauche, on lui reproche d'être une sorte de porte-parole intellectuelle de la bourgeoisie triomphante et le maître à penser de la captation oligarchique de la Révolution. Sans oublier qu'il est un des principaux instigateurs du coup d'État de Brumaire. À vrai dire, tout ça est justifié. Mais c'est précisément parce que Sieyès cumule tous ces reproches que ça en fait un auteur finalement assez intéressant. Et à mon sens, sa trajectoire politico-intellectuelle permet de soulever 2 questionnements fondamentaux, en tout cas intéressants. Tout d'abord, la façon dont s'opère lors d'une révolution un virage conservateur, au cours duquel ceux qui ont autrefois exalté l'esprit critique et la contestation, voire qui ont prôné une véritable table rase, comme c'est le cas chez Sieyès, se retrouvent en position de défendre le nouveau régime et donc d'en appeler au retour de l'ordre public. Sieyès incarne bien ce virage. Et l'autre questionnement, c'est la part finalement très grande de violence fondatrice et d'exclusion qu'un auteur ou un régime qui se dit libéral est prêt à mettre en œuvre et à assumer, notamment contre ceux qu'il désigne, contre ses ennemis. Toute la pensée de Sieyès est inscrite dans ce paradoxe. Au sein de son œuvre, la question de la représentation, de la nature du mandat politique et du type de relation entre gouvernants et gouvernés est centrale. Sieyès est l'un des grands théoriciens de ce qu'il appelle le gouvernement représentatif, qu'il prend soin de distinguer de la démocratie. Il propose dans ses textes un ensemble de principes et d'applications pratiques qui ont été plus tard rassemblés sous le nom de doctrine de la souveraineté nationale. Il ne faut alors pas oublier que cette doctrine est une construction opérée a posteriori par des juristes de la Troisième République, notamment Carré de Malberg, dans sa contribution à la théorie générale de l'État. Il s'agit donc de distinguer cette reconstruction, qui est une systématisation, une épure, de la complexité, les nuances, voire les contradictions de la position initiale de Sieyès. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour le moment, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais évoquer une autre spécificité de l'œuvre sieyésienne. Celle-ci, en effet, est tout autant le fruit des circonstances que d'un système philosophique achevé. Comme tous les acteurs de l'époque, Sieyès réagit aux événements. Il produit des textes ou des discours qui visent à intervenir sur le cours de la Révolution. Il est d'ailleurs réputé pour être particulièrement habile à brandir les grands principes et les concepts qui vont servir opportunément ses buts dans les manœuvres politiques et les débats parlementaires. Mais c'est aussi un des rares acteurs de premier plan qui, à la façon de Condorcet, mais ce sont peut-être les 2 seuls, entre dans la Révolution avec un système clé en main. Un système énoncé, mûri dans les années 1770, on pourrait peut-être penser à Marat aussi, dans le registre de l'économie politique, puis du constitutionnalisme. On a donc affaire ici à une philosophie ancrée dans l'action politique et en prise directe avec les enjeux de son temps. On navigue constamment avec Sieyès tout au long de ses interventions entre une pensée préétablie, cohérente, appliquée aux événements, et puis des reformulations qui dévoilent les tâtonnements de l'auteur, ou du moins son adaptation aux nécessités conjoncturelles. Alors c'est très frappant dans les moments les plus intenses de son activité politique, c'est-à-dire pendant l'été 1789, puis en 1795 et en Fructidor en 5. Dans une première partie, je vais montrer dans quelle mesure l'identité entre représentants et représentés découle chez Sieyès d'une homogénéisation fondatrice assez radicale du corps social. Puis dans un deuxième temps, je vais m'attacher à présenter sa conception du système représentatif et la façon dont ce système peut très bien se dispenser d'élections. Et j'aborderai alors le rejet sieyésien de la souveraineté populaire, décrite comme une fiction obscurantiste. Enfin, je terminerai avec quelques réflexions sur le libéralisme sieyésien selon laquelle la liberté se cultive loin à l'écart de la politique. Pour comprendre la position de Sieyès sur la question de la représentation, il faut tout d'abord replacer ses discours les plus cités dans la perspective plus large de sa philosophie politique. Ça concerne notamment son discours sur la question du veto royal prononcé à l'Assemblée constituante en septembre 1789. Au cours des débats sur la capacité éventuelle du roi à s'opposer à une loi votée par le futur Parlement, des députés se déclarent en faveur d'un appel au peuple
qui pourrait prendre la forme d'une sorte de consultation référendaire. C'est le cas par exemple de Rabot-Saint-Étienne, le 4 septembre. Sieyès intervient alors pour dénoncer cette idée au nom du principe selon lequel le corps législatif est le seul lieu d'énonciation de la volonté de la nation. Il dit ainsi dans une formule qui est souvent reprise, le peuple ou la nation ne peut avoir qu'une voix, celle de la législature nationale. Consulter le peuple, en fait, c'est consulter ses représentants. Rien n'est donc plus absurde aux yeux de Sieyès que de vouloir en appeler au peuple pour évaluer l'action des députés, dans la mesure où ça revient finalement à en appeler aux députés eux-mêmes. L'appel au peuple, c'est une sorte de tautologie, le système intellectuel de Sieyès. Mais derrière sa réticence, il y a donc toute une construction philosophique qui préexiste dans une large mesure au débat et aux événements de l'été 1789 et de l'automne. Sieyès est d'abord, avant tout, un théoricien du contrat social. Il me semble puiser à ce propos l'essentiel de son inspiration chez Locke, dont il reprend en partie le vocabulaire. Mais en fait, il va bien au-delà, en donnant à tout ça une dimension pratique assez radicale. Pour Sieyès, le contrat social, c'est le moment où les individus décident de sortir de l'état de nature pour préserver collectivement les droits naturels, que sont la liberté et la propriété. Tout ça est assez classique. Ces droits appartiennent en propre à tout être humain, mais leur exercice est compromis par les inégalités de force ou d'intelligence. Il faut donc en passer par le contrat pour que leur respect réciproque soit reconnu par tous et que l'égalité potentielle, l'égalité en droit, se réalise. Sans compter que l'état social vise aussi à les amplifier, puisque la puissance collective permet aux individus de démultiplier leur liberté d'action et de garantir leur accès à la propriété. Dans le vocabulaire sieyésien, le résultat du contrat social est une nation. J'ai qualifié dans mes travaux cette nation de communauté morale. En effet, l'adhésion se fait sur la base de valeurs communément partagées. Ces valeurs, la liberté, la propriété, l'égalité en droit, sont celles que les contractants s'engagent à respecter et elles constituent les fondements moraux du régime qu'ils bâtissent. Il y a donc homogénéité morale de la nation chez Sieyès. Rien n'arrive sans cela. C'est l'arrière-plan de toute la théorie politique de Sieyès et c'est un point sur lequel je souhaite insister fortement. Pour cet auteur, l'édifice politico-institutionnel, les mécanismes constitutionnels concrets et les modalités de la représentation ne peuvent être appréhendés que sur fond d'homogénéité du corps social. On part du principe que le pacte fondateur de la nation a unifié les individus sur la base d'un ethos commun. Ceux qui ne partagent pas cet ethos sont des non-contractants, ils sont hors pacte. Et donc, comme souvent dans les théories de ce genre, ils sont considérés comme étant en état de guerre contre la nation. Du point de vue de Sieyès, la nation ne peut donc être composée que d'individus qui partagent la même vision du monde, les mêmes valeurs. Ce qui implique que la coupure entre représentés et représentants n'advient que sur ce socle-là, adossé à un moment préalable inaugural qui est à la fois moral et affinitaire. Un thème sieyésien typique est la confiance. Dans beaucoup de ses textes et discours, Sieyès insiste sur le fait que ce qui soude les membres de la communauté, notamment les électeurs à leurs élus, c'est la confiance que les premiers accordent aux seconds. Or, cette confiance découle à mon sens de ce qu'ils sont identiques. Leurs valeurs et leurs intérêts sont les mêmes. On est, je crois, dans le cadre de ce que Manin a pu qualifier de représentation descriptive ou de représentation reflet à propos des débats entre fédéralistes et antifédéralistes aux États-Unis. Il n'y a aucun doute, selon moi, sur le fait que pour Sieyès, la nature même du contrat social et le processus d'homogénéisation qu'il induit conduisent mécaniquement à ce type de représentation fondée sur la ressemblance. Je parlerai tout à l'heure du rejet sieyésien du mandat impératif dans le cadre des débats à la Constituante. Mais ça n'est qu'un épiphénomène au regard de l'existence philosophique d'un mandat qui, pour sa part, est strictement impératif, selon lesquels les représentants des membres de la nation doivent absolument partager les mêmes valeurs et les mêmes buts qu'eux. S'il y a décalage, il y a révolution. Ou au moins, il y a activation du pouvoir constituant qui vise à doter la nation des institutions les plus en adéquation avec son socle juste naturaliste. Ça implique que des représentants qui ne respectent pas les termes du pacte social doivent être démis d'une façon ou d'une autre. Sieyès est donc bien partisan d'une sorte de mandat impératif. Alors c'est un mandat abstrait, qui existe finalement dans tout système représentatif et libéral, puisqu'un élu qui agit en contradiction avec les valeurs fondamentales du régime peut généralement être destitué, par exemple pour haute trahison. Mais dans le contexte de la Révolution française, ça prend une dimension toute particulière. Il y a des effets pratiques à cette idée chez Sieyès. Dès la publication de Qu'est-ce que le tiers-État en 1789, en janvier 1789, Sieyès propose déjà plusieurs mesures qui visent à homogénéiser le résultat des élections.
Il demande à ce que les privilégiés, c'est-à-dire les membres de l'aristocratie qui refuseraient d'abandonner leurs prérogatives politiques, administratives, fiscales, soient exclus de la citoyenneté. Sieyès défend l'idée qu'ils devraient être ni électeurs ni éligibles. En complément de cette demande, peut-être dans le cas où elle ne serait pas respectée, il prône l'interdiction pour les électeurs du tiers-État de voter pour des candidats d'un autre corps. C'est assez paradoxal si on se souvient qu'il sera lui-même député du tiers alors qu'il est issu des rangs du clergé, ils sont 3 dans ce cas-là, mais l'idée est alors d'harmoniser la représentation. Plus largement dans cette brochure, Sieyès insiste sur le fait que le tiers-État incarne la totalité de la nation, et donc que les nobles lui sont extérieurs. C'est l'argument le plus célèbre qu'il reprend le 15 juin lorsqu'il incite les députés à se constituer en Assemblée nationale. Les représentants doivent donc être puisés dans une portion spécifique du corps social, ce qui permet d'assurer leur convergence de vue avec les représentés. Et chez Sieyès, cette portion n'en est pas une, puisqu'elle incarne une totalité nationale fondée sur l'identité morale de ses composantes. Dès lors, les décisions des représentants sont nécessairement en harmonie avec celles qu'auraient prises les représentés à leur place. Là, je parle du monde sieyésien idéal, peut-être pas de la réalité. Délimiter cette totalité implique d'écarter ceux qui n'en font pas partie, ce qui n'exclut pas l'usage d'une certaine violence. Comme je le disais il y a un instant, dans une logique contractualiste, les nobles sont considérés par Sieyès comme non contractants, en état de guerre contre la nation. À la fin de Qu'est-ce que le tiers-État, il dit ainsi, je cite, « Ne demandez point quelle place enfin les ordres privilégiés doivent occuper dans l'ordre social. C'est demander quelle place on veut assigner dans le corps d'un malade à l'humeur maligne qui le mine et le tourmente. Il faut la neutraliser. Il faut rétablir la santé et le jeu de tous les organes assez bien pour qu'il ne se forme plus de ces combinaisons morbifiques propres à vicier les principes les plus essentiels de la vitalité. » Alors Sieyès détestait les nobles, il les a détestés toute sa vie. C'est le fil conducteur de sa carrière intellectuelle et politique. Et je pense d'ailleurs qu'il n'a pas désapprouvé la terreur, du moins dans sa visée antinobiliaire. Cependant, son œuvre se caractérise plutôt par la fascination envers la pratique antique de l'ostracisme. Il la juge susceptible de s'appliquer soit à des individus, soit à des groupes sociaux entiers. C'est le cas lors d'un épisode, à mon avis décisif, pour comprendre le lien entre la pensée et l'action chez Sieyès et sa conception de la représentation. Il s'agit sous le directoire du coup d'État, 18 Fructidor en 5, c'est-à-dire le 4 septembre 1797. C'est un coup d'État mené par les directeurs et leurs alliés au corps législatif contre les députés royalistes, élus en mars, quelques mois plus tôt. Une soixantaine de royalistes sont arrêtés et déportés. Sieyès est impliqué dans la mesure où il fait partie d'un cercle politique qui s'appelle alors le Club de Salm, qui est le laboratoire d'un conservatisme républicain hostile à la montée en puissance électorale du royalisme. C'est là que le coup d'État aurait été préparé. Et puis surtout, à ce moment-là, Sieyès soutient l'idée que l'exil de la totalité des nobles, donc l'expulsion hors du territoire français, est la seule solution pour protéger le régime. Il s'agit à ses yeux d'une alternative à la guillotine, qui permettrait d'ôter du corps social ceux qui refusent le pacte social. On peut retracer son argumentaire en analysant le rapport fait par son ami Boulet de la Meurthe, en Vendémiaire en 6, devant le Conseil des 500. Ce rapport porte l'empreinte de Sieyès, il est très probable qu'il l'a rédigé lui-même. Il est question dans ce discours de la noblesse comme élément exogène en état de guerre contre la République et dont il faut la nettoyer. Tout individu refusant le pacte social pouvant librement quitter le territoire où ce pacte est appliqué, il convient de l'expulser, dans le cas où il refuserait de partir lui-même. Et cette méthode est jugée plus républicaine et plus humaine que l'extermination pure et simple. Cette demande de la part de Sieyès dépasse de loin ce que ses alliés du club de Salm, notamment Madame de Staël et Benjamin Constant, sont prêts à accepter. Le rapport de Boulet de la Meurthe soulève de vives critiques, et ce d'autant plus qu'une partie de la noblesse, notamment Barras, s'est ralliée au directoire. On accuse Sieyès d'avoir préparé un plan de dépopulation. Pour ma part, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a là un exemple assez clair du type de mandat impératif un peu particulier qui découle chez Sieyès du processus d'homogénéisation contractualiste. Le rappel dans le rapport de Boulet de la Meurthe des principes du contrat social, l'usage de la notion d'état de guerre sont à ce titre éclairants. Dans le registre sieyésien, il ne peut y avoir aucun décalage entre la nation et ceux qui décident en son nom à propos du régime et des valeurs fondamentales. Si un décalage survient, il faut, d'une façon ou d'une autre, rappeler les mandatés. Il faut donc réactiver non seulement la logique excluante,
inhérente au processus contractualiste, mais en même temps la logique révolutionnaire d'homogénéisation de la nation et de réduction de l'écart moral entre représentés et représentants. Ce que révèle l'intervention de Sieyès en Fructidor en 5, c'est que tout ce qui s'échafaude chez lui à partir de l'idée de contrat social, c'est-à-dire, comme je vais l'expliquer maintenant, un système représentatif très libéral, très prudent, est bâti sur ce fond de violence fondatrice. La tiédeur sieyésienne, c'est une tiédeur conditionnée, liée à une indéniable radicalité politique préalable. Une fois que les fondements ont été posés, par contre, il est vrai que surgit le fameux gouvernement représentatif, qui est la version du meilleur régime, selon Sieyès. Et si l'on peut alors parler de radicalité, c'est plutôt dans la vigueur et dans la sophistication intellectuelle avec lesquelles cet auteur justifie ce qui ressemble tout de même beaucoup à une oligarchie. C'est le fonctionnement de ce régime représentatif que je voudrais maintenant présenter. Je le disais tout à l'heure, Sieyès considère que les représentants élus ont le monopole de l'expression de la volonté de la nation. Cette idée procède là encore de la théorie du contrat social. Une fois formée la nation, les individus cherchent un moyen d'exprimer leur volonté commune afin de prendre des décisions sur l'organisation et la gestion de l'association. En démocratie, nous dit Sieyès, ils le font en se rassemblant dans un même lieu, c'est très bien. Mais s'ils sont trop nombreux, ils ne peuvent le faire que par l'intermédiaire de ceux qu'ils désignent pour cela. C'est un argument très, très banal. Une population trop importante ne peut pas mettre en œuvre la démocratie directe, qui est pour Sieyès d'ailleurs la seule forme étymologiquement juste. À ce propos, je voudrais souligner qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Sieyès, mais on ne peut pas l'accuser de bâcler ses définitions, tant il attache de l'importance à la précision de la langue. C'est une obsession chez lui. Son œuvre est controversée, à juste titre, mais elle a le mérite de rappeler que les mots ont un sens et qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi sous la notion de démocratie. S'il y a représentation, alors ça n'est plus le même régime. De son point de vue, bien sûr, c'est la démocratie qui est impossible pour une nation moderne. Une fois entrés dans l'association politique, ses membres délèguent à certains d'entre eux la capacité à décider pour eux. Et là, effectivement, se pose la question de la nature du mandat. Or, sur cette question, Sieyès apparaît dans ses discours à la Constituante comme le chef de file du rejet du mandat impératif. D'abord parce que la volonté de la nation ne peut être préalable à la réunion des députés. Les associés n'ont pas de voix collective qui serait en quelque sorte transmise aux représentants. Et ensuite et surtout parce que la volonté nationale ne peut être exprimée que par délibération. Ce thème est très important chez Sieyès, c'est au cours des débats, lorsque chacun affine son opinion, la transforme, la consolide, qu'émerge la véritable volonté de la nation. Le mandat impératif est donc doublement prohibé. D'une part parce qu'il repose sur un principe erroné, selon lequel il y aurait une volonté préalable à la délibération parlementaire, et d'autre part parce qu'il empêche la délibération de se dérouler. Si chaque député est tenu par une position intransigeante commandée par ses électeurs, il est impossible d'aboutir à une décision collective. Pour que la délibération soit possible, en démocratie d'ailleurs, comme en régime représentatif, il faut que ceux qui débattent puissent à un moment donné modifier leur opinion initiale, donc tout simplement changer d'avis. Toujours dans son discours sur le veto royal, Sieyès nous dit ainsi « Quand on se réunit, c'est pour délibérer. C'est pour connaître les avis des uns et des autres, pour profiter des lumières réciproques, pour confronter les volontés particulières, pour les modifier, pour les concilier, enfin pour obtenir un résultat commun à la pluralité. Il est donc incontestable que les députés sont à l'Assemblée nationale non pas pour y annoncer le vœu déjà formé de leur commettant direct, mais pour y délibérer, y voter librement d'après leur avis actuel, éclairé de toutes les lumières que l'Assemblée peut fournir à chacun. Exprimer la volonté nationale nécessite donc, selon lui, l'indépendance maximale des élus. Pendant l'été 1789, ce refus a une portée tactique évidente. Ça permet à Sieyès, dans un discours du 8 juillet, de demander à ce que les représentants qui s'estiment liés par le mandat de leurs électeurs soient écartés de la délibération. Dans le contexte de la transformation des États généraux en Assemblée nationale constituante, ça concerne ceux qui estiment que l'action du tiers-État est un coup de force, qui trahit la volonté électorale. Face à cette position, Sieyès donne à ses alliés une réplique clé en main. Puisqu'ils sont la voix de la nation, les députés du tiers ne peuvent en aucun cas la trahir. Et donc, avant de relever la fonction conservatrice du mandat impératif et de pointer ses liens avec la mainmise des parlementaires sur l'énonciation de la politique nationale, il ne faut pas oublier non plus que ce rejet a d'abord une fonction révolutionnaire. Personne n'avait été élu aux États généraux pour les abolir, puis pour enterrer l'Ancien Régime. Sieyès est d'ailleurs toujours plus nuancé
que ne le voudraient ses détracteurs. Ainsi, dans un texte publié en octobre 1789, destiné à commenter le rapport du comité de constitution, il évoque très sérieusement la question de la révocabilité des élus et admet volontiers que le corps électoral puisse vouloir sanctionner un représentant. De même, il reconnaît qu'une assemblée primaire, ce sont les assemblées électorales de base à l'époque, peut vouloir rappeler un député qu'elle jugerait indigne de son mandat. Il discute pendant plusieurs pages les différents modes de révocation possibles et précise que si finalement le pouvoir constituant d'en décider. Mais il rappelle aussi qu'à l'intérieur de son système intellectuel, ça ne marche pas. Puisqu'un représentant élu localement est en fait le représentant de la nation entière, c'est l'un des grands principes de la doctrine de la souveraineté nationale, alors une seule circonscription, un bailliage, ne peut le destituer. Il propose alors comme solution un mécanisme assez intéressant qu'il appelle le tableau des éligibles, constitué par les assemblées primaires. Celles-ci pourront, à la majorité simple, y inscrire les individus qu'elles jugent aptes à les représenter. A l'inverse, à la majorité des 2/3, elles pourront les en retirer. Et surtout, nul ne pourra être éligible si son nom ne figure pas pendant une année entière sur le tableau. Effacer un nom de la liste est alors, selon Sieyès, un ostracisme doux, qui vise à signifier qu'un citoyen a perdu la confiance des électeurs locaux. Ça n'empêche pas le citoyen concerné d'aller se faire élire ailleurs, puisque le tableau des éligibles est propre à chaque circonscription, mais Sieyès pense avoir mis au jour un instrument qui permet d'écarter les démagogues, portés selon lui par une opinion changeante, éphémère, et puis ça permet de sanctionner les députés contestés. Et un citoyen injustement ostracisé pourra se défendre, il ne sera pas privé de ses autres droits, tandis qu'un intrus, soutenu par une faction minoritaire, inscrit de façon imméritée sur le tableau, devra tenir pendant 1 an avant d'être éligible, ce qui est pour un démagogue impossible dans le monde silésien. On retrouve ici certaines constantes de sa pensée, la référence à l'ostracisme grec et l'importance conférée à la confiance des citoyens envers leurs représentants. Et puis on voit apparaître aussi un élément clé de sa perception de la représentation, à savoir la peur de la démagogie. Ce thème, encore peu développé dans les discours de 1789, prend peu à peu de l'ampleur dans son œuvre, au point de devenir crucial après Thermidor et la chute de Robespierre. En soi, ce n'est pas très original, puisque le Directoire construit sa légitimité sur la méfiance envers l'implication du peuple. L'idée même de le consulter ou de lui donner la parole est dénoncée sous le nom d'anarchie. Mais chez Sieyès, ça prend une dimension particulière, car son système intellectuel est précisément conçu pour évincer la possibilité de l'expression politique d'un acteur non étatique. Il ne s'agit même pas de dire que le corps des citoyens n'est pas légitime, par exemple par inaptitude intellectuelle, à exprimer une volonté. Dans le monde sieyésien, c'est une impossibilité logique. Il n'y a rien dans l'espace public qui puisse s'apparenter à une entité douée de paroles qu'on pourrait qualifier d'opinion publique ou de peuple. La seule voix, de toute façon, est parlementaire. Dès lors, prétendre qu'une autre voix existe, et surtout prétendre l'entendre mieux que les autres, et s'en faire le porte-parole privilégié, ne peut être aux yeux de Sieyès qu'une supercherie. Le peuple étant muet, ceux qui s'en réclament sont forcément des usurpateurs, des sortes de ventriloques. Dans un texte autobiographique qu'il publie au début de l'année 1795, destiné à relancer sa carrière politique, où il se dépeint d'ailleurs ni plus ni moins comme le père fondateur de la Révolution, il prononce une diatribe très dure contre ceux qui se prétendent les uniques porte-parole du peuple, c'est-à-dire en gros les Jacobins. Une petite revanche qu'il prend dans ce texte. Il se place ironiquement de leur point de vue et il déclare, je cite, « Les diverses acceptions du mot peuple lui prêtant une merveilleuse aptitude à l'équivoque, il faut en profiter. Le peuple ne doit être que la portion des habitants la moins cultivée, la plus ignorante, la moins intéressée au maintien de l'ordre, la plus prompte dans ses passions. Il faudra finalement donner le nom et tous les droits du peuple français au premier attroupement que le hasard ou nos soins formeront au coin de la rue ou ailleurs. Car où serait le peuple s'il n'était pas dans nos groupes? Où serait la démocratie si des représentants élus prétendaient le représenter au préjudice des patriotes, qui se donnent à eux-mêmes leur mission dans un club? Bien entendu, tout ça est ironique. C'est l'idée de souveraineté populaire qui est ici tournée en dérision. Le démagogue est celui qui se choisit quelques badauds au hasard, les mobilise, attise leur colère et s'érige en incarnation du peuple. C'est Robespierre et tout ce qu'il y avait à sa gauche qui est ici visé. Dans le contexte post-thermidorien, Sieyès participe pleinement de l'effort discursif pour réaffirmer la prééminence du corps législatif sur tout autre lieu d'expression concurrent de la volonté nationale. Et si on peut évidemment détecter chez lui un élitisme qui ne cesse de s'accentuer dans les années qui suivent, il est aussi intéressant, je crois, de souligner le travail de démystification qui est ici à l'œuvre,
Pour cet auteur, en effet, l'idée que le peuple existe comme être collectif et soit capable d'exprimer une volonté n'est finalement que l'expression d'un rousseauisme mal digéré. On peut déplorer à juste titre la cécité sieyésienne envers l'importance des mobilisations populaires, mais on peut sans doute aussi saluer chez lui une critique du césarisme et du populisme. Le plus drôle étant qu'il ait mis ensuite, bien sûr, Bonaparte au pouvoir. Alors je voudrais soulever un autre aspect de sa dénonciation de la démagogie, lié à un débat sur la nature même de ce qui est politiquement représentable. Chez Sieyès, en effet, il y a une double limitation de la souveraineté. La première tient à ce que toute souveraineté est limitée par essence. Ce n'est que par superstition, héritée de l'Ancien Régime et des monarchies prétendues de droit divin, qu'on a attribué au peuple une puissance illimitée. Sans compter, c'est la deuxième limitation, que les associés, lorsqu'ils confient des pouvoirs à leurs représentants, ne mettent en commun que le strict nécessaire pour la gestion des affaires publiques. En conséquence, le pouvoir public mis en œuvre par l'État n'est qu'une portion très restreinte d'une puissance collective qui, par nature, est de toute façon elle-même limitée. Mais alors, l'imaginaire de la souveraineté populaire entre en contradiction, selon lui, avec cette double limitation. Non seulement parce qu'il tend à accorder au peuple une sorte de pouvoir sans borne, mais aussi et surtout parce que dès lors, ceux qui se prétendent porte-parole du peuple réclament ce même pouvoir pour eux-mêmes. Autrement dit, selon Sieyès, le démagogue invente un peuple doté d'une puissance formidable afin de s'octroyer cette puissance et d'en abuser. Sous le Directoire, sa méfiance envers l'idée d'un pouvoir extérieur à l'État et opposable aux décisions des députés ne cesse de croître. Sa réticence déjà perceptible en 89 envers le maintien d'un lien entre l'électeur et ses représentants augmente au cours des ans. En effet, être élu, pour lui, c'est déjà se croire investi d'une sorte de pouvoir spécifique. C'est être tenté de flatter son électorat, d'entrer avec lui dans une relation clientéliste. Le principe électif lui-même nourrit l'illusion d'une puissance ou d'une volonté issue des citoyens. Sans oublier que la vie politique du Directoire est marquée par des élections successives qui voient progresser des adversaires du régime, qu'ils soient royalistes ou néo-jacobins, dont Sieyès se méfie beaucoup. Il n'est donc pas étonnant que le principe électif lui-même en vienne à être contesté sous le Directoire. C'est le cas au sein du club de Salm, où Mesdames de Staël et Benjamin Constant développent l'idée que le régime républicain doit être protégé contre le résultat des élections. Selon eux, l'État ne doit pas se laisser balloter au gré des fluctuations de l'opinion. Et surtout, c'est le cas chez Sieyès, qui finit par renoncer presque complètement au principe électif dans son projet de constitution de l'an 8 qu'il offre clé en main à Bonaparte. Il reprend à ce moment-là sa vieille idée d'un tableau des éligibles, formulé en 89, et il transforme ça en liste de notabilité, sur lesquelles les citoyens viennent inscrire le nom de ceux en qui ils ont confiance, toujours la même idée, mais il n'y a plus d'élection. Ce sont les différents échelons de l'État qui viennent puiser dans les listes pour choisir les représentants. De cette façon, le lien électif est quasiment rompu et le risque de la démagogie s'éloigne. Bien entendu, cet éloignement se paie au prix d'un élitisme, cette fois pleinement assumé et pleinement utilisé ensuite, après Brumaire, par Bonaparte. C'est certainement le point extrême de ce qu'on a appelé par la suite la doctrine de la souveraineté nationale, reformulée par les doctrinaires sous la Restauration, puis érigée en trésor constitutionnel français par Raymond Carré de Malberg. Mais ce qu'on oublie parfois de préciser est que cette doctrine est une sorte de libéralisme. Et je souhaiterais en dire un mot pour terminer. Sieyès, dans sa critique de la démocratie, n'utilise finalement qu'à la marge l'idée que la taille de la population est la principale justification du passage au gouvernement représentatif. Il y a une autre raison. Il part du postulat que les sociétés modernes, complexes, diversifiées, fondées sur le commerce, se caractérisent par un système de division des tâches. Les citoyens se spécialisent de manière à se répartir les activités. Ils délèguent à d'autres ce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas réaliser eux-mêmes. Dans tous les domaines de la vie quotidienne, ils se font représenter. C'est ce que Sieyès appelle le principe du faire-faire, qu'il distingue du laisser-faire. Ainsi, plus on délègue, plus on a de temps. Donc plus on est libre de se consacrer à des occupations personnelles. Et parmi les activités susceptibles d'être déléguées se trouve bien sûr la gestion des affaires communes, autrement dit la politique. La société sieyésienne idéale est composée d'individus qui confient à quelques-uns la tâche ingrate de faire de la politique, pendant que les autres s'épanouissent dans leurs activités privées et jouissent de leurs droits, notamment le droit de propriété. Ils sont libres, ils n'ont pas à se préoccuper outre mesure de la vie de la cité, car ils ont confiance dans leurs gouvernants. Ils ne sont pas accaparés par le civisme, si ce n'est très ponctuellement. Loin de la politique,
qui est une spécialité parmi d'autres, c'est ce qu'il nous dit. Ils peuvent accomplir ce pourquoi ils ont quitté l'état de nature, à savoir agir conformément à leurs intérêts et, si possible, s'enrichir. Cette liberté-là, on le voit, est presque absolument apolitique. Constant, en 1819, appellera ça la liberté des modernes. C'est le grand paradoxe de la pensée sieyésienne. On commence dans son système philosophique avec un moment de politisation maximale des individus lors du contrat social. Là s'exprime une sorte de souveraineté fondatrice à la fois individuelle et collective. C'est un grand moment, le moment contractualiste, comme dans tout système de ce type. Puis on aboutit à une sorte d'extinction de voix des citoyens. Une fois entré dans l'association, tout le monde se tait, à l'exception bien sûr d'une poignée de représentants, et Sieyès lui-même, qui se voyait bien dans cette position. C'est comme si la politique chez les individus était une exception, un moment désagréable à passer, puisqu'il faut bien fonder la société, mais qui demeure transitoire et éphémère. Plus les gouvernés s'éloignent de la politique, plus ils sont libres. C'est ça la morale du système sieyésien. Je vous remercie.